Europe 1, 8h35, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, la mort d'un garçon de 21 ans exacerbe les tensions. Libération, barrage mortel. Le Monde, le conflit autour du barrage de Sivins dégénère. L'Humanité, barrage de Sivins, des dérapages d'État. Pendant ce temps, un tueur continue son œuvre. Le Figaro, Ebola, la peur de la contagion freine l'envoi des secours. Et puis, en une du Parisien, les premières photos de l'émission qui fait parler. On en parlait à l'instant avec François Fillon. Et voilà la télé-réalité des politiques. Donc des politiques déguisés pour vivre la vraie vie des gens. Rien de nouveau depuis Louis XI, ou comment les élites avouent que notre démocratie ne garantit pas plus de liens avec le peuple qu'au XVe siècle. On va à Sivins pour commencer, Natacha. Oui, il y a bien sûr le drame devant lequel tous s'inclinent, mais aussitôt après les précautions d'usage, chacun choisit son camp. Le camp des progressistes légalistes pour Alain Duzard dans l'Est républicain, qui explique que même si l'étude d'impact se révèle de qualité moyenne, les experts soulignent que ce projet qui bénéficiera aux agriculteurs a été déclaré d'utilité publique. Extraordinaire lecture d'un rapport accablant pour le projet. Même son de cloche pour Raymond Courreau dans l'Alsace. Le début est légitime. Les gendarmes, écrit-il, ont fait leur boulot qui est de défendre la loi. Et quand on lit la description des activistes anards dans Libération, dont certains se réclament d'action directe, on acquiesce. Mais la suite coïncide difficilement avec le fond du rapport d'experts. Ce barrage, affirme l'éditorialiste, est le fruit d'une décision endossée par des élus. Ils ont pris leurs responsabilités, l'État défend ce chantier. Il est dans son rôle, que ça plaise ou pas. Fermez le banc. Bien sûr, Bastien Leroux dans Paris-Normandie a raison de s'indigner devant ceux qui hurlent avec les loups et soufflent sur des braises incandescentes. C'est limite si les gendarmes ne sont pas des assassins, s'énerve-t-il. Mais derrière les guerres de barricades idéologiques, il y a le fond. Bruno Dive dans Sud-Ouest dresse la liste des sujets essentiels que concentre ce débat. Le premier, une guerre de l'eau, moins dramatique qu'ailleurs sans doute, qui se joue dans ce coin du Sud-Ouest. Et puis la légitimité de ces projets démesurés au coût immense et son corollaire, la question de la prise de décision. À l'heure où la réforme territoriale s'apprête à déléguer plus de compétences aux collectivités locales, écrit-il, peut-on laisser celles-ci se lancer seules dans des initiatives aussi gigantesques ? D'autant, et c'est le quatrième sujet, que les promoteurs du projet n'ont brillé ni par leur souci de concertation, ni par leur recherche approfondie de solutions alternatives. La politique du fait accompli tue la démocratie, aussi sûrement que les provocations anarchistes. Vous nous emmenez, la presse nous emmène en Tunisie également ce matin. Mais oui, on la salue ce matin, la démocratie. Et c'est en Tunisie. Bien sûr, Luc de Barochez reconnaît dans l'opinion que le pari est loin d'être gagné, que la Tunisie vit dans un environnement dangereux entre une Libye devenue un trou noir sécuritaire et une Algérie momifiée. Et comme le rappelle Philippe Gély dans Le Figaro, son économie va mal et elle a déjà fourni 2500 jeunes au djihad irako-syrien. Mais Jean-Michel Elvig souligne le coup d'arrêt donné à la stratégie des frères musulmans d'instaurer, dit-il, un ordre politico-religieux totalitaire par tous les moyens que la situation impose, y compris la démocratie. Les victoires électorales de ces islamistes, poursuit-il, en Égypte, en Turquie, à Gaza et bien sûr en Tunisie, étaient le levier d'une prise de pouvoir rampante où progressivement la loi religieuse s'imposait à la loi démocratique. Certains ont pensé, notamment ici en France, que l'islamisme politique pouvait évoluer positivement à l'instar des démocraties chrétiennes que l'on a connues. Les Tunisiens, conclut Jean-Michel Elvig, n'ont pas eu cette naïveté. Un petit tour sur les réseaux sociaux à présent, Natacha. Mais oui, alors vous adorez parler de vous, de votre boulot sur Facebook ou sur Twitter. Absolument pas. Mais c'est dommage, votre avenir professionnel serait radieux. C'est un petit article dans Le Monde Éco et Entreprises qui nous raconte que les entreprises s'intéressent de plus en plus aux salariés actifs sur les réseaux sociaux. Pour dire du bien de leur boîte, bien sûr, ça coûte moins cher et c'est plus efficace qu'une campagne de pub. Microsoft leur donne même un nom, les évangélistes. Oui. C'est joli, hein. Alors la présence sur les évangélistes peut-être. Oui. La présence sur les réseaux sociaux pourrait finalement devenir un critère de recrutement. En fait, le faire savoir, ça paye plus que le savoir-faire. On parle d'éducation. Mais oui, le titre de l'article des Échos peut surprendre. L'économie, les mamans tigres et les parents hélicoptères. On se demande s'il n'y a pas une petite erreur d'impression. Mais oui, alors traduction. Les mamans tigres, c'est du nom de ce best-seller américain d'une mère chinoise prônant une éducation quasiment traumatisante. Et les parents hélicoptères, ce sont ceux qui planent au-dessus de leurs enfants pour les guider à chaque instant. Des économistes ont montré que les modes d'éducation les plus rigoristes se développeraient dans les pays où les inégalités se creusent, alors que l'éducation permissive serait le fait des sociétés égalitaires. Alors avant de plus amples recherches, on conseillera surtout la lecture du site slate.fr. Un professeur de mathématiques raconte comment il a décidé d'affirmer à ses élèves que oui, il a des chouchous. Contrairement aux restaurateurs, ces héros obligés d'être aimables avec tous, mes élèves, écrit-il, ne sont pas mes clients et je n'ai aucune raison de parler gentiment à un gros emmerdeur de 15 ans et demi.
Quand le brevet, dit-il, s'apparente à l'école des fans, où tout le monde est gagnant, il ne reste plus que cela pour valoriser les élèves sympathiques et courageux, et pour montrer aux autres que tout se paye. On termine avec l'éducation, mais en Russie cette fois-ci. Oui, c'est aussi un sujet en Russie. Libération nous raconte comment, après des projets d'interdiction, des talons hauts, des ballerines, des culottes en dentelle synthétique, un député russe a proposé de masquer le sexe d'Apollon visible sur les billets de 100 roubles au nom de la défense des enfants contre la pornographie. Ah oui, le diable se niche dans les détails. Et puis l'agence de défense des consommateurs, elle, propose d'interdire les selfies groupés pour éviter la propagation des poux. Oui, alors on propose une autre méthode d'éducation, faire lire Uburois aux enfants pour leur permettre de comprendre dans quel monde ils vivent. Comme mon titre préféré ce matin, c'est l'économie, les mamans tigres et les parents hélicoptères. Oui, titre d'un article en fait sur le site européen Vox EU, et c'est l'article le plus lu, ça plaît beaucoup. Et ben voilà, c'est précis, c'est Natacha Polony tous les matins, la revue de presse à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.